Biennale d'investissement public, 942 milliards, plus précisément au PTIP. Le gouvernement affiche ses options et sa volonté d'accélérer la cadence pour l'émergence. Déclaration du ministre en charge du budget, Mohamedou Mokhtar Cissé, faisait face à la presse après la clôture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Du poisson, beaucoup de poissons dans ce journal. Nous irons à quelques 70 km de Dakar pour visiter le premier port d'exportation de poissons du Sénégal, le quai de pêche de Mbour, où débarquent chaque année plus de 160 000 tonnes de produits halieutiques, dorades, sols rouges et autres pour plus de 32 milliards de nos francs. Dieynaba Dia nous mènera dans l'univers des pêcheurs marailleurs et cailleuses du deuxième port de pêche artisanale du Sénégal. C'est le dossier du jour. Madame, Monsieur, bienvenue. Le nouveau secrétaire général de l'OCI réaffirme son ambition pour la réalisation du chemin de fer Dakar-Djibouti. C'est l'un des grands chantiers qu'Iyad Amin Madani a évoqué lors de son audience avec le président Macky Sall. Le voici au micro de Pape Biram Bigendiaï. أتيت أساساً لأشكر فخامة الرئيس وأشكر جميع الإخوة في السنغال على موافقتهم. J'étais venu remercier son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que le peuple sénégalais pour le soutien qu'ils m'ont apporté lors de mon élection à la tête de l'OCI en qualité de secrétaire général. Et nous lui avons dit que nous aurons toujours besoin de ces conseils, de ces suggestions pour réussir la mission qui nous est confiée à la tête de l'OCI. Et comme nous aurons également besoin de son soutien et de celui du peuple sénégalais pour réussir cette même mission. Et nous avions également besoin de l'écouter et d'entendre ce qu'il pense des priorités qui attendent l'organisation dans le cadre de l'exercice de l'accomplissement de la mission qui vient de m'être confiée à sa tête. Et comme vous le savez également, le Sénégal préside à travers son chef d'État le comité permanent pour les affaires culturelles et de l'information. Et j'étais venu également, dans le cadre de mon séjour, évoquer cette question-là avec son Excellence Monsieur le Président. Et j'étais émerveillé de d'entendre ses points de vue et ses suggestions sur les voies et moyens susceptibles de nous aider à redynamiser ce comité qui fait partie des plus importants de notre organisation. Nous avons écouté son Excellence Monsieur le Président nous donner son point de vue et ses préoccupations sur tout ce qui concerne les questions économiques, notamment celles qui intéressent la Oumma islamique, mais particulièrement celles qui intéressent l'Afrique. Et nous avons été heureux de l'entendre prendre point par point sur toutes ces différentes questions et nous sommes disposés à travailler avec le Sénégal pour faire face à ces situations et trouver les solutions les plus indiquées. Comme vous le savez, au sein de l'OCI, il y a différents plans. Des plans qui intéressent l'Afrique et d'autres plans qui intéressent toute la Oumma. Mais notre priorité pour nous, c'est de commencer par les plans qui intéressent l'Afrique. Et parmi celles-ci, il y a un plan décennal que nous allons mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté, mais également pour réaliser des projets de communication, notamment la voie, le chemin de fer qui doit lier Dakar et Djibouti. Tout cela fait partie de nos priorités et nous allons nous employer pour que tous ces projets avant la fin de notre mandat et au cours de notre mandat, que nous y mettons les moyens nécessaires pour les réaliser comme nous l'ont demandé les chefs d'État afin que cette mission-là qui est confiée à l'OCI soit une réalité palpable que les peuples sentiront à travers ces réalisations. Et puis l'ambassade de la République populaire de Chine offre un chèque de 12 millions à la Fondation Servir le Sénégal. Cette somme va permettre de financer un projet d'embauche bovine et un autre d'exploitation maraîchère. La cérémonie de remise et de réception a eu lieu ce matin au bureau de la dite fondation. C'était en présence de Madame la Première Dame Marième Sall, présidente de la Fondation Servir le Sénégal. Le reportage de Khadikan. Pour accompagner la Fondation Servir le Sénégal dans ses œuvres sociales et humanitaires, l'ambassade de la République populaire de Chine vient une nouvelle fois de s'illustrer. Elle a fait don d'une valeur de 12 millions de francs à la Fondation Servir le Sénégal, dont la présidente est la Première Dame Marième Sall. Cette enveloppe va servir à financer un projet d'embauche bovine dans la région de Diourbel et un projet d'exploitation maraîchère dans la région de Saint-Louis. Un an après, Madame la Première Dame, nous voilà réunis de nouveau avec une continuité
c'est notre disponibilité à vous accompagner, à accompagner tous les Sénégalais dans l'œuvre sociale et humanitaire. C'est une continuité avec des actions concrètes pour rendre la coopération sino-sénégalaise toujours plus substantielle, toujours plus constructive, toujours plus productive. Si nous tenons à financer ces deux projets, un projet d'élevage bovin et un projet de culture maraîchère, c'est parce que nous sommes pleinement conscients de l'importance qu'attache l'État sénégalais à la politique agricole. La fondation Servir le Sénégal, une jeune fondation née il n'y a pas longtemps mais qui compte à son actif plusieurs actions sociales et beaucoup d'œuvres de bienfaisance. À travers l'administrateur général de la fondation, la première dame a témoigné sa gratitude à l'ambassadeur de la République populaire de Chine qui est un partenaire de choix de la fondation. L'ambassade de Chine s'est distinguée comme un partenaire de premier plan de notre fondation parce que ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ici pour les mêmes raisons. Nous retrouvons pour nous, fondation, enregistrer un acte de contribution significative de la part de l'ambassade de Chine à notre action sociale et humanitaire. C'est doublement significatif. C'est significatif d'abord parce que, je ne cesse jamais de le répéter, notre organisation a une position de médiation et d'intermédiation sociale. Je le dis, je le répète toujours. La fondation n'a pas de ressources propres. Elle ne bénéficie pas de subventions ou de quelque allocation financière que ce soit de la part de l'État du Sénégal. Toutes ces actions sont réalisées à partir de contributions volontaires émanant d'organisations, d'institutions ou d'individus, des particuliers. Donc, c'est à travers des actes du genre de celle que votre ambassade pose aujourd'hui, et pas pour la première fois, que nous parvenons à faire ce que nous faisons. Les bénéficiaires du don ont à leur tour réceptionné le chèque d'un montant de 12 millions de francs des mains de l'administrateur de la fondation. Ils ont remercié leurs bienfaiteurs qui vont ainsi leur permettre de réaliser leurs projets. Comme le dit un grand penseur, travailler pour te libérer et ta dignité tu garderas. Travailler pour te réaliser et ton pays tu sauveras. C'est dans ce sens et dans ce sillage que nous allons travailler davantage parce que vous nous avez motivés plus. Vous nous avez montré la voie que croire en soi, c'est rien d'autre que de se rassurer et d'aller plus loin. Nous vous remercions vivement de la part de la Première Dame. Merci, monsieur l'ambassadeur. La Fondation Servir le Sénégal et l'ambassade de la République populaire de Chine comptent ainsi poursuivre leur partenariat pour le bonheur des populations démunies. Un autre geste de solidarité en chiffres, 20 milliards de francs CFA de dons pour le financement des activités de développement. L'Union européenne et le gouvernement du Sénégal s'engagent à financer les projets d'eau et d'assainissement et la sécurité à nos frontières. Le PEPAM sera renforcé notamment dans son volet assainissement. Des postes de contrôle seront également équipés pour faire face à la porosité de nos frontières. Youssouf Kaba. À travers ces deux nouvelles interventions, l'Union européenne poursuit les objectifs stratégiques de son partenariat avec le Sénégal. La réduction de la pauvreté et le renforcement de la gouvernance sont les axes majeurs de cette nouvelle convention. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est une priorité des objectifs du millénaire du développement et constitue un secteur de concentration de notre aide au Sénégal. Si pour la question de l'eau potable, les villes sénégalaises sont en voie d'atteindre les objectifs du millénaire, ce n'est malheureusement pas le cas dans les zones rurales. Quant à l'assainissement, on enregistre un retard certain par rapport aux prévisions. L'approche sectorielle de ce programme nécessite que les autorités dotent ces structures déconcentrées de ressources humaines et matérielles suffisantes pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations cibles. Une exigence des donateurs qui recoupe celle des autorités sénégalaises. Le projet PEPAM UE
devra contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou. Concernant la convention de financement relative au projet d'appui à la gestion des frontières, son objectif général vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens et à assurer la sécurité du territoire. De manière spécifique, elle vise à améliorer la gestion des frontières, la coopération transfrontalière et à assurer aux frontières un niveau de risque minimum. Ce financement vient s'ajouter à un tableau déjà chargé en matière d'appui au développement du Sénégal. L'Union européenne n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle consolide ainsi sa position de leader dans le partenariat bilatéral Nord-Sud. Oui, en marge de cette signature de convention, le ministre de l'Économie et des Finances s'est prononcé sur la situation des ordures à Dakar. Amadou Ba précise que les négociations se poursuivent avec les techniciens de surface et l'entente Kadakar. Une loi rectificative sera bientôt adoptée pour débloquer le fonds nécessaire à la résolution de cette situation. Nous écoutons le ministre de l'Économie et des Finances au micro de Youssouf Kaba. D'actualité liée un peu au mouvement d'humeur que nous connaissons dans le secteur de l'enlèvement des ordures ménagères. Dans la rigueur des principes, l'enlèvement des ordures ménagères est une prérogative des collectivités locales. Dans la rigueur des principes, et en général, c'est comme ça que cela se passe dans tous les pays du monde. Au niveau de l'Union européenne, au niveau des autres pays africains, c'est comme ça que ça se passe. Il se trouve qu'en 2004, une loi a été prise au Sénégal pour transférer cette compétence à l'État. En 2004. Et il s'est agi pour l'État d'intervenir dans l'enlèvement des ordures ménagères au niveau de la région de Dakar. Donc, du point de vue du principe et de l'équité, on peut quand même se poser des questions sur cette loi. Le gouvernement va rediscuter très prochainement avec les collectivités locales pour le partage des ressources publiques. Cela, c'est une volonté ferme du gouvernement et je voudrais le préciser. Il se trouve que dans le budget, il avait été inscrit 12 milliards 4 qui ont été totalement dépensés. Et nous avons eu une demande additionnelle de 1 milliard 500 millions qui nous est parvenue pour compléter le paiement. Je peux quand même dire que ces dépenses augmentent depuis quelques années et 12 milliards 4 pour Dakar. Dakar vaut plus que 12 milliards 4, mais il faut aussi reconnaître que 12 milliards 4, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent par rapport aux contraintes que nous avons. Nous allons payer le reliquat, mais je pense que je suis aussi devant la presse et vous êtes adepte de la transparence. Vous ne souhaitez pas que les deniers de l'État soient utilisés comme bon nous semble. Il est une règle comptable très précise. On ne peut pas décaisser de l'argent public sans une couverture budgétaire. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas de couverture budgétaire, on ne peut pas décaisser. C'est une situation très douloureuse que nous déplorons, que nous regrettons. Nous allons introduire une loi de finances rectificative très prochainement et allons inscrire sur le budget 1 milliard 500 millions pour pouvoir faire face à cette dépense. Je peux quand même vous assurer que la trésorerie est disponible. Le ministre de l'Économie et des Finances qui se prononçait sur la question des ordures à Dakar. Comment justement régler cette problématique? Leur enlèvement reste un véritable casse-tête dans de nombreuses villes africaines. Dakar n'y échappe pas. L'activité requiert tant des moyens humains, techniques que financiers. Or, il arrive que les fonds manquent et que des arrêts de ramassage soient observés par le personnel. Chacun est indispensable à sa place. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Les milliers de tonnes d'ordures que la néo-société de consommation génère quotidiennement achèvent leur vie à la décharge de Mbebes. Mais encore faudrait-il trouver le moyen de les collecter et de les convoyer là-bas. C'est à ce niveau, au ras du sol, qu'interviennent les éboueurs, joliment appelés techniciens de surface.
Ils ont rangé balais, brosses, pelles, râteaux et brouettes. Ils ont disparu de la circulation, ce qui expose tous les espaces libres au règne tyrannique des ordures. Dans de telles conditions, le risque sanitaire est toujours multiplié. L'inévitable putréfaction de certaines substances conduit à l'émission d'odeurs qui ne sont pas florales, mais fétides. Elles viennent polluer l'air que vous respirez à la ronde jusque dans les moindres interstices de demeures aux portes fermées et aux fenêtres closes. Difficile d'échapper à ces émanations, d'autant que se mettre en apnée longtemps est impossible. On en convient platement qu'il n'y a pas de saut métier et que tout travail exige rétribution, surtout s'il est si prenant, si exigeant. C'est dans l'obscurité que l'on mesure l'importance de la lumière. Dans le même ordre d'idées, c'est quand les saletés nous cernent qu'enfin certains se rendent compte de l'importance de ces braves qui enlèvent proprement des ordures dont on n'est pas toujours fier, quel que soit leur rang social. Allez, on ne fouille pas dans les poubelles, on n'y trouve pas que de vieilles poupées. Question financière, le budget 2014 est équilibré et totalement transparent. C'est ce qu'a déclaré le ministre délégué chargé justement du budget. Devant la presse, Mohamedou Makhtar Cissé a annoncé qu'une enveloppe de 942 milliards de francs CFA, environ 35% des ressources totales du budget du Sénégal, est allouée au programme triennal d'investissement public PTIP, ce qui, selon lui, montre la ferme volonté du gouvernement d'accélérer la cadence pour l'émergence. Louise Bitsa. Première rencontre avec les hommes des médias après la clôture de la session budgétaire. Le ministre délégué chargé du budget se livre à un exercice de vitalité économique après un résumé des grands contours de la loi des finances 2014 et du PTIP 2014-2016. Mohamedou Moustapha Cissé s'est prêté aux questions des journalistes. Entre autres interrogations, la hausse spectaculaire du budget du ministère de la bonne gouvernance. Comment faire pour booster le développement du Sénégal sans oublier le souci de transparence budgétaire? Il faut avoir des choix en termes de priorité de production. Et le choix numéro 1 en termes de priorité de production pour le gouvernement du Sénégal, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui permettra de régler le problème de la dépendance alimentaire et de définir un nouveau profil de croissance. Quand vous avez 60% des Sénégalais qui sont du monde rural, quand nous sommes totalement dépendants de nos importations pour nous nourrir, nous courons un risque qu'il faut combattre ici et maintenant. Tout cela est chiffré. Et donc, ce budget, de ce point de vue, il est ambitieux. C'est un budget d'espoir. C'est un budget pour la croissance. C'est un budget pour le renouveau de l'appareil productif. Les journalistes ont aussi voulu en savoir davantage sur l'appareil productif de l'État qui serait en panne. Notre appareil productif est en panne parce que ce secteur privé fait face à beaucoup de contraintes, des contraintes structurelles, qui sont liées aux problèmes administratifs, qui sont liées à l'accès au foncier, qui sont liées à l'accès au financement, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, mais également qui sont liées au manque de diversification de notre économie. Séance tenante, des inquiétudes d'ordre sanitaire, agricole, éducatif, énergétique ont été soulevées. Nous avons le désavantage d'une double dépendance. Nous sommes sous dépendance alimentaire parce que nous importons ce que nous mangeons et nous ne produisons pas ce que nous mangeons. Nous sommes sous dépendance énergétique parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole et nous sommes importateurs donc nets de produits pétroliers, d'où l'intérêt que le gouvernement a aujourd'hui de lancer le mix énergétique. Le projet de la loi de finances initiale 2014 a connu une hausse considérable, passant de plus de 2,5 milliards en 2013 à 2,732 milliards en 2014. Le ministère du Budget entend améliorer les conditions de production de la richesse en investissant dans le capital humain, des points qu'il a voulu partager avec la presse. La campagne de commercialisation de l'arachide a débuté dans la région de Louga, comme prévu ce 9 décembre, dans certains départements de la région. Les opérations de commercialisation se déroulent sans difficulté. Tel n'est pas le cas du département de Louga. Dans la plupart des sécos de cette localité, les opérateurs des collectes se poussent les doigts, faute de clients. Eric Nibadi. 27 km de Louga. Il est presque 11 heures. C'est le calme plat sur ce site de collecte de l'arachide. Ici, comme dans ce séco, rien n'indique le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Un mauvais présage, selon les autorités locales. À l'étape actuelle, au mois de décembre,
Normalement, vous auriez dû voir des meules d'arachide qui sont en battage et tout ça. Et on commençait à sortir les graines des meules pour les amener en séco. Mais aujourd'hui, vous avez vu que tout est désert. Il n'y a pas de meules sur les champs, il n'y a rien du tout. Ça veut dire ça, c'est la première indication. Nous avons passé des heures à attendre les premiers sacs d'arachide, mais en vain. Les rares sacs trouvés dans la zone se trouvent dans ce Louma, au bord de la route nationale numéro 2 à hauteur de Baralendiaï. Les adeptes du marché noir sont présents sur les lieux. À une vingtaine de kilomètres de là, nous sommes à Djeler-Lucil. Dans ce village, tout comme dans d'autres localités environnantes de Louga, la situation est identique. L'arachide se fait rare et les opérateurs de collecte se disent inquiets. Pour ceux qui ont les moyens, ils iront s'approvisionner dans le Bawol. L'arachide manque dans cette zone cette année. Les pluies ont été très tardives. Personne n'est en mesure de rééditer l'exploit de la campagne précédente. Il faut que les banques nous aident à acheter des semences pour l'année prochaine. J'ai un point dans le Saloum, un autre à Linguer. C'est là-bas que je me rendrai. J'ai mes moyens de transport pour aller me ravitailler dans ces zones. Cette situation, beaucoup la voyaient venir, car les pluies ont été tardives dans la zone. La période de soudure va être très longue pour certains. L'État s'y prépare déjà. L'État va prendre des dispositions pour mettre à temps les vivres de soudure, pour aider un peu les paysans à juguler le manque à gagner de cette campagne agricole. La campagne de commercialisation de l'arachide a bien démarré dans le département de Louga. Cependant, aucun des 24 points de vente de la zone n'est encore fonctionnel, ce qui n'est pas le cas de Kébémer, où les choses se passent mieux. À présent, ce communiqué, le consul général de la République du Sénégal à Casablanca porte à la connaissance de l'ensemble de la communauté sénégalaise de l'extérieur, particulièrement celle résidant au Maroc, que le lancement officiel du centre de production des passeports numérisés de Casablanca est prévu le jeudi 12 décembre 2013. La mise en service de cette structure, de ce centre, concrétise une promesse du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à la communauté sénégalaise du Maroc lors de la visite officielle qu'il a effectuée dans ce pays au mois de juillet 2013. Il avait promis de doter le consulat général d'un centre de production de passeports numérisés afin de mettre un terme définitif aux grandes difficultés que rencontraient nos compatriotes dans ce domaine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ainsi que celui en charge de l'intérieur ont mis en œuvre tous les moyens matériels, financiers, humains pour la réalisation avant la fin de l'année 2013 de la promesse du chef de l'État, signé le consul général du Sénégal à Casablanca. S'il y a du phosphate à Thiès, l'endroit que je vous propose de découvrir est bien de la région, mais c'est un endroit très riche en poissons. Plusieurs espèces y sont pêchées, ce qui fait de son quai de débarquement le premier port d'exploitation des produits de la mer au Sénégal. Les chiffres le confirment, Bourg est le deuxième port de pêche artisanale au Sénégal. Au-delà de ce tableau, il y a une autre réalité, tout autre sur ce site qui accueille marailleurs, écailleuses, vendeurs de glace. Une présence massive d'acteurs avec ses effets collatéraux. Plus de précision dans ce dossier signé Jaina Badja. Le quai de pêche grouille de monde. On a l'impression que toute la commune de Mbour s'y est donné rendez-vous pour accueillir les pêcheurs. Toutes les pirogues qui viennent d'accoster sont remplies de poissons. Ici, excepté la saison des pluies, c'est toujours l'abondance. Ce qui, paradoxalement, ne fait pas l'affaire des pêcheurs. Présentement, nous pêchons beaucoup de poissons, mais nous avons du mal à écouler nos produits à bon prix. Ce mois est particulièrement difficile. Les familles des pêcheurs abondent dans le même sens.
Le poisson se vend à mauvais prix. De plus, les moteurs de pirogue et le carburant coûtent cher. Du coup, les pêcheurs n'ont rien. Les banques ne se soucient pas de la situation financière des pêcheurs. Dès le 5 du mois, elles réclament le paiement de leur mensualité. D'autres attendent 3 à 4 mois pour venir confisquer tout simplement les moteurs. Les pêcheurs veulent travailler, mais ils ne sont pas bien aidés. D'autres activités dérivées de la pêche se portent par contre généralement bien. Marailleurs, écailleuses, porteurs et vendeurs de glace, tous y trouvent leur compte. Camion frigorifique pour une valeur de 350 000 francs CFA, je peux en faire un bénéfice de 60 à 70 000 francs CFA. Deuxième port de pêche artisanale du pays et premier port d'exportation, Mbour se singularise par la présence massive d'acteurs du fait de sa proximité avec Dakar. Son aire de débarquement fait partie des 8 quais agréés par la Direction des industries de transformation de la pêche. Pourtant, le Sénégal compte plus de 170 ports de débarquement. Chaque mois, 600 tonnes de poissons sont exportées à partir de Mbour. Les produits doivent transiter par le service de contrôle pour s'assurer de leur qualité. Pour chaque espèce que le mareyeur détient, il amène 3 pièces au niveau du labo. Au niveau de chaque pièce, on fait un échantillonnage, c'est-à-dire mesurer la qualité de la fraîcheur du produit à l'état frais. Pour cela, on emprunte une barème de cotation basée sur la mesure des qualités organoleptiques. Au niveau du labo, on ne peut que faire 4 critères. Il s'agit des yeux, les branchies, la fraîcheur de la peau et la rigidité. Le port de pêche de Mbour maintient le cap pour conserver son statut. L'organisation et l'assainissement du quai sont gérés par un groupement d'intérêt économique GIE. Celui-ci compte plus sur les taxes que sur la mairie pour remplir ses missions. Nous avons 1 400 000. On doit débourser 1 400 000 CFA pour remplacer les carreaux cassés et les égouts du quai. Après les travaux, les eaux vont passer plus facilement. Toute personne qui mène une activité au quai paie une taxe. Et avec l'argent collecté, nous faisons les travaux de réfection sur le quai. Mbour ne dispose pas de marché aux poissons. Du coup, le quai est encombré par des vendeurs menacés de déguerpissement. L'activité nous permet d'aider nos maris et de nous occuper de nos enfants. Maintenant, les autorités veulent nous chasser de cet endroit ombragé alors que les poissons ne supportent pas la chaleur. Nous ne savons pas pourquoi elles s'en prennent à nous. Aujourd'hui, les autorités sont obligées de mettre un terme à cette occupation anarchique pour se conformer aux normes de l'Union européenne, destination privilégiée des produits exportés. Un quai de pêche doit respecter de certaines normes, la marche en avant, la séparation des secteurs, mais aussi un courant de circulation qui permette que le produit au moins puisse être salibre et traité dans de très bonnes conditions. Donc voilà une des raisons qui fait que la majeure partie, en tout cas des occupants qui sont au niveau du quai de pêche, peut-être peuvent être déguerpis, mais en tout cas on est en train de voir comment faire pour essayer de trouver au moins une solution par rapport à cette situation. Les eaux de Mbour sont très riches, diverses espèces halieutiques y sont pêchées comme les dorades, tiof, mérou jaune, sardinelles. Les débarquements mensuels s'élèvent à 4000 tonnes. Composés essentiellement d'acteurs d'origine multiples, les exploitants peinent à s'accorder sur des mécanismes de préservation des ressources halieutiques. Quai de pêche de Mbour, un dossier signé Yéna Badja. Nous restons dans la région où la semaine de la petite enfance se poursuit. Dans la ville de Thiès précisément, c'est un forum qui a réuni acteurs et responsables de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Les échanges ont permis de soulever plusieurs préoccupations que nous énumère Philomène Constance-Diagne. Un accueil chaleureux des tout-petits du quartier de Madina Fall à Thiès Nord. Après cette prestation, un petit tour pour découvrir le talent créateur des enfants. Tout ceci en dit long sur le travail qu'effectue l'ensemble des encadreurs qui ont participé à ce forum. Mais en dépit de leurs efforts, des insuffisances sont notées. Des problèmes d'espace, des problèmes d'équipement, des problèmes financiers, des problèmes de ressources humaines. Mais je pense qu'au-delà de ces questions, ces questions ne sont pas simplement des questions matérielles, mais c'est aussi des questions politiques, c'est des questions de prise de décision
mais surtout c'est des questions où doit se jouer une relation, une interaction, des collaborations entre les services de l'État et les collectivités locales, et ceci au grand bonheur de nos enfants. Cette idée est bien comprise des autorités qui ont porté leur choix sur le thème. Une stratégie locale de participation à l'effort de prise en charge de la